Bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale de l'info sur Nyon Région Télévision, puisqu'en raison des vacances scolaires, nous vous proposons dans cette émission de voir ou de revoir les meilleurs moments depuis la rentrée du mois d'août. Et croyez-moi, il a fallu faire des choix tant la matière était riche et diversifiée. Et pour commencer, on va se rendre à Coppet où des citoyens se sont mobilisés et ont lancé une initiative communale pour inciter la municipalité à faire bouger les choses afin d'ouvrir à terme une auberge communale. Le conseil a soutenu cette initiative et on écoute Martin Steib, le membre du comité d'initiative. Martin Steib, vous êtes à la base de cette initiative populaire communale visant à créer de nouveaux restaurants, ou tout du moins un bistrot à Coppet. Le résultat était très favorable pour vous. Oui, extrêmement favorable. Donc, nous avons eu 395 signatures valables. Presque toutes les signatures étaient valables. Ça correspond à 21% du corps électoral. Et puis, donc, hier, il y a le conseil communal qui s'est réuni, dont je ne fais pas partie pour l'instant. Et puis, le résultat était très net. Donc, 36 oui, 4 non et 3 abstentions. Donc, c'est un score très honorable, on va dire. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, la municipalité de Coppet a une année pour trouver une solution pour ouvrir un restaurant ou une auberge communale. Tout à fait, tout à fait. Et puis, en fait, selon le syndic, ils s'attellent vraiment bien à la tâche. Ils ont plusieurs ouvertures, donc il y a des choses qui sont en cours, on peut dire. L'histoire de Coppet, ces restaurants, c'est quand même assez étrange. Il y en avait jusqu'à 5 à un moment donné. On peut parler de l'Orange, du Café du Perron, du Café du Château, du Restaurant du Lac. Tous ceux-ci ont disparu. Oui, effectivement, ça s'est arrivé ces dernières années, c'est un peu tristounet, on va dire. Moi, je ne sais pas à quoi c'est dû. L'Orange, elle a une tradition depuis le Moyen-Âge comme auberge où les gens pouvaient dormir, donc moi, je ne sais pas. Là, on est devant la buvette du lac, il y en a une autre au parc des Rocailles. C'est bien, les gens y viennent, il fait beau, c'est merveilleux, mais c'est pas suffisant quand même. C'est pas suffisant parce que c'est des structures temporaires. Donc soit on a la buvette ici qui est ouverte du printemps à l'automne. Nous avons les Rocailles qui est plutôt pendant l'été. Nous avons aussi la patinoire qui est en hiver. Mais c'est des structures provisoires. On parle d'un restaurant dans les écuries du château. Effectivement, là, on aurait un emplacement qui serait idéal pour faire quelque chose. Un restaurant dans la vie d'un village, c'est important, c'est primordial. Mais effectivement, ici c'est un peu la vallée sèche maintenant, et puis surtout que nous avons le château, donc de Pâques jusqu'à fin octobre, il y a beaucoup de touristes qui ont les moyens, qui veulent manger un repas chaud. Puis il y a aussi l'office du tourisme qui est là depuis 1 an et demi. Donc on essaie d'attirer des gens, et puis après ils sont sur place et puis ils ne peuvent pas bien manger, on va dire. À Nyon, un nouveau quartier est en train de voir le jour du côté Jura de l'hôpital sur une parcelle de 36 000 mètres carrés. Les Jardins du Couchon, ce ne sont pas moins de 14 bâtiments qui sont en train de voir le jour. Et la fin du chantier est prévue pour 2018. Les explications de Maurice Gué, municipal en charge de l'urbanisme. Monsieur Gué, un nouveau quartier d'habitation au plein cœur de Nyon, c'est un projet ambitieux que celui de Couchon. Est-ce que vous pouvez nous en donner les chiffres ? Oui, c'est un plan de quartier, un projet qui date de 2008 où l'investisseur a acheté le terrain. Ensuite, il y a une planification, un plan de quartier qui est établi en 2010, qui a été accepté par le conseil communal en 2012, pour terminer avec un permis de construire en fin 2015. Et maintenant, on est en phase de construction, donc c'est un quartier qui est assez important puisqu'il se situe quand même dans un milieu déjà bâti, ce qui était une parcelle vierge. On compte à peu près 900 000 habitants avec 450 logements, dont 150 logements de loyers modérés ou de logements protégés. Ce qui fait un quartier vraiment important pour nous, qui est proche des commodités aussi, puisqu'on est proche de l'autoroute, proche des transports publics avec la gare, et puis un certain nombre d'infrastructures publiques, que ce soit des magasins ou l'école à côté, l'hôpital. Donc c'était vraiment un quartier qui est bien situé. C'est une construction importante pour Nyon, puisque c'était l'une des dernières zones vierges de la ville, juste au-dessus de l'hôpital. Alors, une zone de cette importance, oui, effectivement, c'était vraiment un
quartier qui est entouré d'autres bâtiments, qui datent même des années 60 déjà pour celles qui sont dessus. Et pour l'urbanisme, c'était vraiment quelque chose d'important pour réussir ce quartier, puisqu'il s'intègre dans un tissu qui est déjà existant, contrairement à d'autres quartiers qu'on peut développer en dehors du périmètre déjà construit. Avec ce plan de quartier, la précédente municipalité réalise son programme Objectif Logement, si je ne me trompe pas, qui consiste à donner du loyer abordable pour les habitants nyonnais. Oui, alors c'est une décision municipale et du conseil communal d'octroyer un minimum de 25% de loyers abordables dans les quartiers, ce qui est le cas ici, puisqu'on est à peu près à 25% avec les zones d'utilité publique, on est à 25%. Le calendrier, lequel est-il? Quand est-ce qu'on pourra se loger dans ce nouveau quartier de Couchant? Alors là, c'est en phase de construction pour l'instant, donc ça vient de démarrer. Les premiers habitants sont prévus en 2018 pour les premiers immeubles. C'est le dernier gros chantier du centre-ville ou est-ce qu'il y a encore d'autres terrains? Non, alors au centre-ville, on arrive gentiment au bout, en tout cas des grands terrains. Après, il y a d'autres zones, des densifications ou des modifications de parcelles, mais de parcelles vierges. C'est une des dernières importantes, enfin c'est la dernière importante en tout cas qui reste. Donc Nyon n'aura jamais 50 000 habitants? Alors si, ça arrivera peut-être. Enfin, ce n'est pas un objectif en soi, hein, c'est simplement un élément de réflexion pour l'urbanisme, c'est d'accompagner cette évolution de la population, cette augmentation de la population, mais ce n'est pas un objectif. Mais à terme, je crois que personne ne peut le prévoir pour l'instant. La des Alpes de Saint-Sergue, c'est une tradition, un événement incontournable de la fin de l'été et Maria Pinheiro avait suivi les préparatifs au sein d'une famille qui avait passé tout l'été sur la montagne. Samedi matin, la famille Morax s'est réunie au complet, amis compris, à l'alpage de Couvalou de Saint-Sergue. Après la traite du matin, place au petit déjeuner, le dernier en altitude avant les des Alpes des Bêtes. Elles en ont marre, elles ont envie de descendre, elles ont envie d'aller dans une autre herbe, elles n'ont plus envie de chercher toute la journée à manger parce qu'il y a moins d'herbe. La famille Morax monte à l'alpage depuis plus de 70 ans, une tradition qui passe de génération en génération. Mon grand-père et mon père montaient déjà sur cet alpage, donc je suis né avec ça et puis... La des Alpes, ça fait partie des traditions d'une journée depuis que je suis tout petit. La quarantaine de vaches et de génies sont passées 4 mois là-haut. Un changement bénéfique pour les animaux. Moi, je les trouve plus calmes. C'est-à-dire qu'elles ont moins peut-être le ressenti du stress que nous, on a peut-être en plaine parce qu'on a d'autres contraintes, il y a des cultures à faire, donc on est peut-être plus stressé avec elles que ici en montagne, on s'occupe d'elles, quoi. Donc on a le boulot là. Si on va faire du boulot ailleurs, elles sont tranquilles dans les pâturages et puis elles ont tout le temps de regarder les touristes passer. Malgré des conditions de vie rustiques, les Morax passent toute leur nuit d'été au chalet d'alpage. On vit avec les vaches, quoi. C'est les vaches qui sont plutôt chez elles et puis nous on est chez les vaches, quoi. Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait d'être à l'alpage en été ? Le bon air, le calme de ce bel alpage et ce changement de rythme. Lorsque l'été touche à sa fin, l'herbe commence à se faire rare, les matins sont un peu plus frais. Le troupeau va donc rejoindre ses quartiers d'hiver à Trélay dans l'exploitation familiale. Mais avant de redescendre, il y a quelques préparatifs. Ça fait 15 jours qu'on prépare, moi que je prépare pour les fleurs. Et mon mari, ça fait quelques jours aussi. Les animaux seront aussi nettoyés et brossés avec soin pour participer aux festivités. Depuis quelques décennies, Saint-Sergue organise une grande fête populaire pour la des Alpes. Vaches et éleveurs sont mis à l'honneur. C'est une belle fierté, c'est pour ça qu'on fait en sorte d'avoir des belles vaches, des belles cloches, des beaux bouquets et d'être aussi nous-mêmes avec nos plus beaux atouts. Après l'hiver au chaud, humains et animaux reprendront en juin le chemin du chalet d'alpage pour 4 mois d'été. Vous vous rappelez très certainement de notre sujet à la cabine Arpitetta dans le Val d'Anivier, une cabane de montagne propriété de la section Ladol du club alpin suisse et qui a subi d'importants travaux visant à améliorer le confort des visiteurs et des gardiens. Florian Cavaleri avait participé à l'inauguration de la cabane. Maintenant, on va partir sur la gauche, sur Arpitetta. Et autour d'Arpitetta, il y a des sobacs qui culminent à 4000 mètres.
notre droite avec l'arête en neige qui monte. Et puis sur notre gauche, juste dessus la cabane d'Arpitetta, de Weisshorn. Et oui Mike, j'ai mis mes chaussures de marche et je suis monté en hélicoptère pour cette inauguration, la cabane de l'Arpitetta qui appartient au club alpin suisse, section La Dôle. Et je vous propose de retrouver tout de suite son président pour plus d'explications. On se trouve ici à 2786 mètres d'altitude précisément, au pied du Weisshorn, sur ma gauche, et puis à 4 heures de marche de Zinal. C'est une cabane qui a été rachetée au guide d'Anniviers, qui ensuite a eu une première transformation dans les années 80. Et aujourd'hui, vous avez un outil de travail, j'allais dire, flambant neuf, magnifique. Quels étaient les objectifs de base qui prévalaient à refaire cette cabane ? Alors ils étaient multiples. Tout d'abord, mettre la cabane au standard actuel de l'accueil des visiteurs en cabane parce que le niveau d'exigence de nos clients a augmenté. Deuxièmement, c'était d'améliorer l'efficience énergétique de la cabane afin d'économiser un peu de bois et puis d'améliorer un peu le confort à l'intérieur. Et puis, on a agrandi un petit peu la cabane sans augmenter le nombre de places pour que ça soit plus facile à gardienner et puis pour améliorer également le confort des visiteurs. La particularité de cette cabane, c'est que nous sommes propriétaires d'à peu près 1 hectare de terrain en terre valaisanne. Donc on est une enclave vaudoise en terre valaisanne. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est que cette cabane, eh bien, il y a un gardien et ce gardien, c'est un des membres de votre section. Ils se relayent chacun, semaine après semaine, pour assurer l'accueil des visiteurs. Effectivement, le fonctionnement de cette cabane repose sur le bénévolat. C'est une des caractéristiques de cette cabane par rapport aux autres, mais c'est également ce qui nous permet d'assumer le coût de cette cabane, car c'est nos bénévoles qui s'en occupent et on n'est pas obligé de payer un gardien professionnel qui, de toute façon, vu la taille de la cabane, ne pourrait pas retirer un salaire suffisant. Le budget initial de ces transformations représente à peu près 1 100 000 francs, un budget que vous me dites plus ou moins bouclé. Néanmoins, vous êtes toujours à la recherche de donateurs. C'est sûr qu'on a réussi à quasiment boucler le budget à peu près, je dirais, une 50aine de milliers de francs près. Le pont a été effectué grâce à un prêt de l'État du Valais sans intérêt que nous devrons rembourser sur 10 ans. Et puis c'est clair que si on n'est pas obligé de recourir à ce prêt, on accepte volontiers tous les dons que les personnes ou les entreprises voudraient faire. Alors, comme vous l'avez compris, cette cabane se trouve en terre valaisanne, dans le Val d'Anniviers, et je vous propose de retrouver un représentant des autorités justement de la commune d'Anniviers. On est dans un lieu magnifique, c'est le Val d'Anniviers. Vous représentez les autorités d'Anniviers. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir finalement une ambassade vaudoise en terre valaisanne ? Mais c'est très réjouissant parce que les montagnes appartiennent à tout le monde. Et ces gens-là sont venus aussi à notre aide parce que la cabane avait été construite par les guides d'Anniviers. Mais malheureusement, les moyens financiers de cette population de montagne n'était pas suffisante et elle a vendu cette cabane aux gens de la plaine. Et puis je pense que c'est aussi un bien que les gens de la plaine viennent à la montagne pour la découvrir. Pour l'été, on peut venir de la vallée et puis continuer sur la cabane de Tracuy, mais c'est surtout l'hiver qu'elle est intéressante parce qu'elle est sur le passage des hautes routes, donc de la haute route d'Anniviers ou de la haute route impériale comme il la nomme aujourd'hui. Et elle permet d'aller de la cabane de Tracuy en direction du sud sur la cabane de Muntet. Selon vous, pour les habitants d'Anniviers, quelle particularité a cette cabane ? Elle a un charme, parce qu'elle est encore avec des dimensions qui sont nettement plus petites que les autres cabanes, qui dépassent les 100 personnes. Aujourd'hui, cette cabane a une dimension plus pour les promeneurs, pour les touristes marcheurs, que pour les alpinistes. C'est sûr que la difficulté des courses à partir d'ici, l'été, sont très grandes et qu'il n'y a pas un grand nombre d'alpinistes. En montagne, chaque mètre compte, alors imaginez-vous les efforts qu'il a fallu aux bénévoles et aux professionnels pour reconstruire cette cabane. On écoute le responsable des travaux qui nous en dit plus. On a doublé la surface de la cabane. La cuisine
on a quadruplé la surface de la cuisine, on a supprimé le local du gardien qui se trouvait dans l'ancienne cuisine avec la montée à l'étage. Dans la nouvelle partie, on a construit un escalier, on a construit un vestiaire au rez et à l'étage un nouveau dortoir et une chambre de gardien digne de ce nom. Alors, ce qui a été pas facile, on va le dire, c'est que vous avez dû faire avec les normes actuelles, c'est-à-dire normes antisismiques, normes en cas d'avalanche, que ce soit le souffle ou l'avalanche même, et ça, il a fallu le gérer. Absolument, absolument. On a dû faire un talus derrière la cabane qui protège contre une avalanche qui peut survenir tous les 100 à 300 ans. Et évidemment, les murs en béton sont calculés antisismiques. Qu'est-ce qui vous rend particulièrement fier dans cette cabane ? C'est le plaisir d'avoir travaillé avec ces gens qui venaient, les entreprises comme les bénévoles, qui avaient du plaisir à venir. Et je pense que le maître mot de cette réalisation, c'est le plaisir d'être ici. L'inauguration a eu lieu, le drapeau a été hissé, place désormais aux randonneurs et aux montagnards. Et pour les accueillir, les gardiens qui se relayent semaine après semaine pour assurer l'accueil. Rencontre. Alors là, on est dans le lieu, on va dire, dédié aux gardiens de cabane. C'est la cuisine, c'est là que tout se passe. Mais quel est le travail d'un gardien de cabane ? Alors, il commence très tôt avec la préparation du petit déjeuner. Dès que tout le monde est parti, il faut faire la vaisselle, nettoyer les dortoirs, les toilettes. Et puis après, il faut se dépêcher de préparer une bonne soupe aux légumes pour ceux qui arrivent dans la journée, parce qu'on propose la soupe et les planchettes. Donc il faut être prêt. Comme les scouts, toujours prêt. Qu'est-ce qui vous pousse à faire ça ? C'est sympa, j'aime bien faire la cuisine. Je suis d'ailleurs la reine des tartes aux pommes, n'est-ce pas ? Et puis c'est une semaine de travail, je dois dire, mais on est quand même dans un site absolument extraordinaire. Est-ce que vous auriez une anecdote qui illustre bien l'état d'esprit qui règne dans cette cabane ? Ouh là là, une fois il y a une famille de Belges qui sont venus avec le grand-père, le père et les petits-enfants. Et nous on demande toujours de l'aide pour faire la vaisselle. Et c'est mon mari qui a désigné le grand-papa et le papa, allez hop, en cuisine pour essuyer. Et madame, la fille du vieux monsieur, a dit mais il faut que je prenne ça en photo, j'ai jamais vu mon papa en cuisine avec un linge pour essuyer la vaisselle. Alors il fallait que ça arrive à Arpitette, et ça je trouvais c'était rigolo, ce mélange de générations comme ça. Alors on a bien compris, le maître mot de ces lieux, c'est la passion. Mais pour le gardien, qu'est-ce que ça change, une nouvelle cabane ? Alors ça change tout, parce que déjà c'est beaucoup plus grand, on a plus de place, on se fait moins de bleu, moins de brûlures, parce qu'on était un peu cougnés, tandis que là c'est agréable, qu'on peut vraiment bien travailler. Eh bien comme vous le voyez, moi j'ai eu la chance de monter en hélicoptère, mais pour vous, que sont ces quelques 4 heures de marche pour arriver à cette cabane? Rien pour un spécialiste de hockey sur glace comme vous. Alors chaussez vos chaussures de marche et rejoignez-nous. Là-haut sur la montagne, est un nouveau chalet, On passe au sport avec du football, mais pas du football d'élite, loin de là. Le premier tournoi intermigrant avait eu lieu à Colovray. 16 équipes s'étaient affrontées dans un esprit tout à fait amical. Dans ces équipes, il y avait des migrants venus de Genève, de Lausanne, de la région lyonnaise, mais également des collaborateurs de l'Hospice Général, ainsi que des joueurs du FC UEFA. Joël Brunner et Rodolphe Henner avaient assisté à la compétition. L'Hospice Général de Genève qui vient faire du foot à Nyon. Vous pouvez nous expliquer le pourquoi du comment? Alors oui, l'Hospice Général a sollicité l'UEFA qui dispose d'un magnifique complexe ici à Nyon pour organiser ce terrain, et avec leur soutien, on a réussi à organiser ce tournoi. C'est pour ça qu'on est en déplacement aujourd'hui ici.
Combien d'équipes participent à ce tournoi? On a 16 équipes composées d'une dizaine de joueurs. On s'est 10 au départ, on en a plutôt 12 et puis 7 joueurs sont présents sur le terrain. Les équipes viennent de Genève, Lausanne et Nyon. Exactement. On a des équipes des centres d'hébergement de Genève en majorité et on a une équipe qui nous vient de Lausanne, 2 équipes de la région lyonnaise. I'm so happy because I play football. Je suis très content d'être ici car je peux jouer au foot avec mes amis. Avant, je jouais au Kurdistan. Aujourd'hui, je joue à Genève. Depuis combien de temps êtes-vous à Genève? Je suis là depuis 1 an et 7 mois. Au niveau du matériel, des chaussures, comment vous vous êtes organisé? Alors, en ce qui concerne les chaussures, on a lancé un appel à des dons. On a récupéré du matériel d'occasion et puis on a acheté quelques chaussures, celles qui nous manquaient, les tailles qui nous manquaient. Et puis l'UEFA a mis à disposition les ballons pour les matchs d'aujourd'hui ainsi que les chasubles qui permettent de reconnaître les différentes équipes. Patrick Muller, vous venez soutenir ce tournoi des requérants d'asile à titre personnel. Expliquez-nous votre démarche. On m'a demandé si c'était possible que je vienne pour faire la remise des prix du tournoi. Donc avec grand plaisir, évidemment, j'ai accepté parce que c'est toujours très sympa de pouvoir participer à ce genre d'événement. Et voilà, c'est pour ça que je suis là. Vous avez conscience que pour beaucoup d'entre eux, ils ont joué au foot petit, ils ont joué au foot dans leur pays et que jouer à l'étranger dans des conditions difficiles de migration, ça ne peut être qu'un bien pour eux. Non, justement, je pense que c'est ce qui est extraordinaire avec le foot et le sport en général. C'est qu'on passe des bons moments, on partage, on échange avec plein de monde et voilà, on prend du plaisir quand on s'amuse. D'abord, il y a beaucoup de fierté. La fierté de participer à une grande journée, un grand tournoi organisé quand même par l'UEFA, la ville de Nyon et l'Hospice Général. Ils sont très fiers en fait, de participer à ces tournois et de pouvoir aussi sympathiser entre eux, de pouvoir rencontrer d'autres requérants d'asile qui viennent de Genève. Est-ce que les équipes se sont préparées, entraînées avant de venir ici ? Les nôtres, je pense qu'ils s'entraînent assez régulièrement au football hein, parce qu'ils sont assez passionnés. Bon, pas tous non plus, hein, mais il y en a beaucoup, vous voyez, qui sont très jeunes, comme Moussi par exemple. Ils sont très très jeunes et ils sont pleins d'énergie, donc je sais qu'ils font beaucoup de sport d'habitude. Et Guillemets. Il y en a qui ont un très bon niveau. Est-ce qu'il y a des rêves encore chez certains d'eux de percer peut-être un jour, d'être repérés? Complètement, ouais. Quand on leur a parlé de ce tournoi organisé par l'UEFA, ils avaient vraiment des étoiles dans les yeux. Et voilà, aujourd'hui, ils sont vraiment très contents d'être ici. Et ça fait plaisir à voir. Ouais. C'est une opération tournoi de foot qui va se reproduire l'année prochaine? Alors c'est notre souhait. Pour l'instant, on n'en est pas encore là, mais on a la vraie volonté de remettre ça l'année prochaine. Oui, merci beaucoup pour aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis contente pour jouer avec 3 équipes. Mais malheureusement, c'est derrière, je suis perdant. Vous n'avez pas gagné vous-même? Deux matchs, j'ai gagné, mais c'est derrière, j'ai perdu. Mais merci beaucoup, je suis content aujourd'hui. Merci pour tout le monde ami. Aujourd'hui, je t'ai dit merci pour chef, pour toutes les personnes, merci beaucoup. Autre tournoi de foot, celui de l'association Seven, qui est en passe de devenir également un rendez-vous incontournable. Un tournoi qui est réservé à des personnes en situation de handicap mental. 16 équipes, du soleil, du fair play et surtout de la bonne humeur ont accompagné les participants à ce tournoi. Le reportage est signé Joël Brunner. Nous avons aujourd'hui 16 équipes, pratiquement toutes de la Suisse romande sauf une qui vient de Berne. Ces équipes, c'est donc des tournois de foot à 7, donc ce sont 7 joueurs qui s'affrontent les uns contre les autres. Donc c'est toutes des personnes en situation de handicap mental et la plupart s'entraînent 1 à 2 fois par semaine dans leurs institutions respectives pour participer à ce genre de compétition.
Oui, ça va, c'est top. Oui, c'est top, oui. Vous êtes content? Tout s'est bien passé? Oui. Oui. Combien de goals vous avez marqué dans l'équipe? 0. 1-0. 1-0. Remercie l'équipe, équipe Espérance de Fair-Play. Content, content de gagner l'entraîneur, aussi et Ben. Remercie l'entraîneur, remercie. Allez, allez, allez. Est-ce que vous avez gagné beaucoup de matchs aujourd'hui? On a joué avec les Schtroumpfs, on a gagné 4-0. Et puis, est-ce que tu as bien aimé cette journée comme gardien? Oui, oui, je suis très content. C'était vraiment une super journée. Moi, j'ai trouvé que ouais, c'était fair play. Et puis, on s'est vraiment fait plaisir avec notre équipe. On a gagné tous les matchs. On a gagné les 3 matchs qui étaient des matchs d'évaluation de niveau. Et puis ensuite, quand les groupes ont été formés à midi, on a gagné nos deux matchs de l'après-midi. Et puis on espère continuer sur cette très bonne série. Est-ce que tu reviendras l'année prochaine? Je l'espère vraiment, parce qu'en plus c'est une belle journée ensoleillée et puis ouais, une super organisation. Valentin, ça va? Tu me dis, c'est en place. Hein. Ma présence simplement, c'est grâce ou à cause de Carole Hertic, la présidente de l'association, qui m'a gentiment demandé de venir. Et moi, ça me fait toujours un grand plaisir de revenir sur ces terrains avec des jeunes et des moins jeunes. Voilà, avec le sourire comme ça, par ce beau temps, c'est magnifique. Ouais, vas-y. Chaque année, ils vont venir nous voir. Oui. Et puis, voilà, et ils vont pouvoir faire des résultats formidables. Oui, moi je suis très content en fait, parce qu'on a bien reçu, on a gagné et on est content quand on est arrivé au volet quoi. Voilà, ils passent tous. Voilà, ils passent tous une très belle journée, un excellent moment. Si ça but. Le maître mot de la journée, le thème de la journée, ce serait quoi selon vous? Il faut vraiment s'amuser, il faut prendre du plaisir. Et puis voilà, les copains et être tous ensemble. Merci beaucoup. Voilà. Merci. C'est le dernier match, on va gagner. C'est le dernier match, on va gagner, on va réussir. Moi, le plaisir que j'ai, c'est de voir les autres qui ont du plaisir, à passer une bonne journée, à jouer au foot avec toute la bonne humeur de ces personnes. Et pour moi, ça touche beaucoup par rapport à ce que je vis d'habitude. Et ça me fait plaisir. Est-ce que ces gens se rendent compte que c'est quand même un arbitre de Super League qui vient les arbitrer? Je crois que oui, mais bon, moi je suis personne, je suis juste un arbitre et j'espère qu'ils sont assez contents que je sois là. Et, voilà, si les deux côtés on a du plaisir, et en finalité, tout le monde est gagnant. Le Festival des sports, ça aussi, c'est un rendez-vous incontournable où toutes les associations sportives de Nyon présentent leurs activités. Plus de 5000 personnes en avaient profité à la fin du mois d'août pour découvrir et essayer toutes sortes de disciplines. Nyon, ville de sport, impossible d'en douter en regardant ces images. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous vous souhaitons la cordiale bienvenue à ce 13e Festival des sports de la ville de Nyon.
jeunes aiment le sport et on a une liste d'attente incroyable. On a de nombreux membres, à peu près 280 membres. Moins de membres, par contre, du côté de l'escrime, mais la passion est là. C'est un sport qui est, c'est une petite ruche, mais il y a beaucoup de philosophie, beaucoup d'entraide, il y a du fair play, les enfants comprennent beaucoup de choses, savent se servir d'armes. Et il faut qu'on essaye de faire venir l'escrime à nous. La journée la plus importante pour le club parce que c'est là qu'on peut montrer ce que c'est le touring, vu que c'est un sport qui n'est pas très médiatique et pas très connu. Il y a des monitrices et des autres athlètes à disposition toute la journée. Elles sont là pour montrer que ce sport est quelque chose de très intéressant et très complet, qui allie danse, chorégraphie, technique du bâton, donc c'est très très complet. Beaucoup d'enfants qui viennent grâce à cette journée où ils ont pu venir tester, ils ont pu venir voir, les parents ont pu avoir des informations sur la saison de hockey. Le tir est un sport marginal à Nyon. Est-il trop difficile pour les enfants ? Je dirais oui, mais ça demande beaucoup de concentration, beaucoup de discipline quand même. Alors voilà, il y en a ceux qui viennent, qui veulent chercher ça, ils trouvent chez nous. C'est un sport génial parce que c'est un sport d'équipe et parce qu'il faut être très intelligent et rapide. Après, il y a aussi des fonctions communautaires, hein, le sport d'équipe, de vivre ensemble, de partager des réussites comme des échecs ensemble, et puis de pouvoir affronter la vie dans cette école qui est extrêmement importante, qui est le don de soi. À la piscine de Colovray, les 12 heures de natation et les animations ont également rencontré un vif succès. Normal pour une ville qui recense plus de 3000 enfants dans ses différentes sociétés. Ce constat impose que les politiciens se soucient de son développement. Et bonne nouvelle, les nouveaux municipaux sont prêts à s'engager pour la construction d'un centre multisport sur le site de Colovray. Oh oui, c'est une priorité parce que le sport, c'est avant tout la jeunesse, c'est le ciment de la société, c'est ce qui va permettre aux jeunes d'avoir des amis, de créer des équipes, de créer une véritable symbiose dans leur manière de vivre. Je fais moi-même partie du comité d'organisation du triathlon, donc j'ai conscience des besoins sportifs dans la ville de Nyon. C'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, effectivement. En 93, on parlait déjà du centre sportif. Je pense qu'il y a une réelle volonté d'y arriver. Voilà, maintenant à nous de mettre toutes les chances de notre côté dans cette législature, mais je souhaite que le projet avance. Et une page culture pour terminer. Le château de Nyon a convié les étudiants en arts visuels du gymnase de Nyon à concevoir une œuvre pour occuper une tourelle de l'étage des prisons. Après une année de travail et une sélection d'un jury, c'est Fun Trap qui a été présenté au public, une œuvre réalisée par Timon Musy et qui est toujours visible au château de Nyon. En septembre l'année dernière, on a invité les étudiants en arts visuels du gymnase de Nyon à venir visiter le château. On leur a fait donc une visite du bâtiment et l'idée c'était de leur proposer d'imaginer une œuvre d'art pour la tourelle des prisons. On leur a donné deux directions, deux indications. La première, c'est que cette tourelle, elle se trouve dans la partie historique du musée. Donc après 13 vitrines qui résument 3000 ans d'histoire nyonnaise, donc on leur a demandé qu'est-ce que c'est pour vous aujourd'hui la ville de Nyon? Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur cette ville que vous fréquentez, que vous côtoyez au quotidien? La deuxième direction, c'est on leur a rappelé qu'on se trouve à l'étage des prisons et que cette tourelle servait de cellule, on va dire dès la fin du XVIe siècle et jusque dans les années 1979 à peu près. Sachant qu'ils ont dû travailler sur ces projets en temps effectif à peu près 2 mois, je trouve que le résultat est quand même très concluant. Je pense qu'une majorité de ces projets auraient pu être réalisés, exposés ici, et on n'en aurait pas eu honte, on n'aurait pas dit, je pense, à un élève qui a dû faire ça. Là, l'œuvre de Timon, si on ne dit pas que c'est un étudiant qui l'a réalisé, je pense qu'on peut tout à fait avoir l'impression que c'est une œuvre d'un artiste confirmé. Ça n'a pas été facile de choisir. On peut dire que le projet de Timon, il fonctionne
de deux manières. Déjà, visuellement, ça fonctionne extrêmement bien. C'est une œuvre très belle, plastiquement. Donc quand on entre dans la tourelle, on est immédiatement, on va dire, saisi. Ça marche, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que le discours derrière l'œuvre est aussi très intéressant. C'est ces deux dimensions-là, le fond, la forme, qui ont fait que cette œuvre a été sélectionnée. Une œuvre qui est censée représenter le rapport entre le divertissement qui est très présent dans les villes et des fois la prise de tête, la torture mentale qui peut être relative à ça, que souvent on se prend la tête parce qu'on n'a pas pu voir tout ce qu'on voulait, on n'a pas vu tout ce qu'on voulait. Et aussi, je voulais faire un écho avec le fait que cette tourelle avant c'était une cellule et que du coup l'oppression qu'on ressent face à l'œuvre peut évoquer celle du prisonnier seul dans sa cellule. Ça peut être assez effrayant quand on pense que sur 14 projets, c'est le mien qui a été fait, et puis il y a plein de gens qui vont le voir, puis toujours on se dit qu'est-ce qu'ils vont penser, mais d'un autre côté je suis très content d'exposer, c'est quand même, je trouve que c'est très gratifiant après pouvoir travailler sur ce projet, de finalement être exposé. J'aimerais bien recommencer ce processus tous les 3-4 ans. Je trouverais intéressant qu'il y ait un tournus. Comme ça, il y a un contact qui se maintient entre le château et le gymnase. Mais en tout cas, c'est une œuvre qui va rester pendant quelques années au château. Et même si un jour on démonte l'œuvre, cette œuvre, elle fait partie intégrante de nos collections. Donc elle va rentrer au dépôt et on va la garder pour toujours. Habiller les hommes pour mieux les déshabiller, c'est la griffe de Marion Radgeb. La styliste nyonnaise présentait au début du mois de septembre sa nouvelle collection Let Me Love You. Et d'après Andrea Braslopo, qui a assisté à cette présentation, il y avait de quoi se rincer l'œil. Nouvelle collection pour la styliste nyonnaise Marion Radgeb. Let Me Love You, une griffe uniquement dédiée aux hommes, est présentée lors de son showroom. Samedi 3 septembre, les créations étaient suspendues comme des œuvres d'art à l'espace Muranda de Nyon. Ça me fait plaisir, mais c'est vrai que pour moi, un vêtement doit être porté, doit vivre. Donc moi, tant qu'ils sont suspendus sur les cintres, ils sont un peu en attente. Mais l'attente n'a pas été longue. Les premiers clients sont rapidement passés en caisse, conquis par le concept. Un nouveau système de boutons et de velcro qui permettent de déshabiller ces messieurs en un coup de main. Les chemises ont toutes été faites pour être enlevées, arrachées comme ça. Et les pantalons, il y a le velcro de côté et ça permet d'enlever comme ça. Vous vous en doutez, moi aussi j'ai voulu essayer pour voir comment ça fonctionne. Alors on a à droite Pedro, salut. Hello. Et puis à gauche Edem que vous avez déjà vu sur la chaîne. Bonjour, bonjour à tous. Alors Edem, quelles sont tes sensations dans les habits? Franchement j'adore, très confortable, ajustable. On a mangé un petit truc juste avant et le système permet de pouvoir adapter le pantalon à ce qu'on vient de manger, donc top. C'est parti, on scratch. Et hop, c'est fait, la magie opère. J'avais fait le tour de la mode féminine, j'avais besoin d'un challenge, quelque chose de nouveau. Et puis à force de voir mon mari arriver avec son costume 3 pièces, je me suis dit il faut faire quelque chose. Et c'était vraiment fantastique de me lancer dans une aventure comme ça. Pedro, toi qui es dans le mannequinat, qu'est-ce que tu penses des habits? Je pense que c'est un système innovateur qu'on ne voit pas souvent à la télé ni dans les magasins. Donc je pense que ça peut faire son effet et puis on n'a plus qu'à attendre maintenant, tester. La matière, qu'est-ce que tu en penses? Super matière, on est super bien dedans, c'est agréable à porter et puis c'est super design, donc j'adhère. Mon concept numéro 1 est de rendre les gens heureux. Je pense que c'est aussi pour ça que je les habille. Je pense que quelqu'un qui est bien dans sa peau, c'est quelqu'un qui se sent bien dans ses vêtements et qui est forcément donc à l'aise. Un petit test les garçons, vous avez les deux les scratchs. On va compter à 3. Quand j'aurai dit 3, le premier qui a enlevé les pantalons, il a gagné, ok? Pas de jalouse, à l'avenir, la prochaine collection devrait être mixte et créée également pour vous, mesdames. Défi, 3, 2, 1, c'est parti! Ah, Pedro, il a gagné. Pedro aura gagné. Un mot à dire pour le perdant? Écoutez, je vais tâcher de travailler, de m'entraîner et de revenir plus fort l'année prochaine. Pedro? C'est bon, j'ai gagné, voilà. C'est ce que je voulais. Voilà, on termine sur ces belles paroles. Et voilà pour ce sujet signé Andrea Braslopo. Vous ne rêvez pas, et c'est une nouvelle qui va faire pleurer dans les chaumières. Mike Pérez va quitter l'antenne de Nyon Région Télévision. Mike, où allez-vous? Eh bien, on va poursuivre l'aventure du côté de Téléclub. C'était une croisée des chemins et il fallait faire un choix. J'ai mené en parallèle ces deux activités pendant quelques temps et là, il fallait faire un choix. Et retour aux premières amours, du coup. Exactement, avec le sport et la télévision toujours. Mais effectivement, c'est un retour aux premières amours.
Naturellement. Et du coup, pour la suite, qui verra-t-on sur Nyon Région Télévision ? Je crois qu'on va vous voir, vous, Nasrat, passablement. On vous connaît un petit peu déjà. On vous a déjà vu, il me semble, sur quelques écrans de télévision. J'ai fait un petit peu de télévision actuellement sur la télé, Vaud-Fribourg, et je me réjouis de venir rejoindre l'équipe de NRTV. Ce sera à partir du mois de janvier 2017. Puis vous verrez, Nasrat, ils sont très sympas dans la région. Je la connais un petit peu. Un petit peu, voilà. En tout cas, moi, j'ai eu énormément de plaisir à participer à cette aventure NRTV pendant un peu plus d'une année. Beaucoup de connaissances, beaucoup de nouvelles personnes qu'on a eu l'occasion de rencontrer tout au long de ces quelques mois d'émission. Et j'en suis sûr, Nasrat saura très bien reprendre le flambeau et continuer effectivement à nouer ce lien avec vous, chers téléspectateurs. Et je pense que Nasrat, ça c'est un joli petit défi qui vous attend. Oui, et j'aime les défis, justement. Le défi de la proximité, c'est ça qui me parle et qui me plaît en l'occurrence. Et c'est aussi, à mon sens, l'avenir des médias. Et je suis heureux de pouvoir participer à l'évolution de cette chaîne de télévision, petite par sa taille, mais grande par son cœur. Et d'ailleurs, on ne va pas se quitter comme ça avec Mike. Je vais quand même vous demander, Mike, s'il fallait retenir une chose. Allez, 2 anecdotes, une chose positive et une chose négative. Vous commencez par celle que vous voulez. Alors, je vais commencer. Il n'y a pas de négative, en fait. Donc, je n'ai pas de négative à donner. Vous avez une mention politique, Mike ? Non, du tout. Ça, c'est bon. Non, j'ai vraiment aucune anecdote négative. Ça s'est toujours fait de manière super sympa et décontractée. Et de nouveau, avec nos intervenants, c'était toujours un plaisir de les avoir sur ce plateau. Puis la positive, et si j'en retiens une, c'est l'inévitable arrivée des rugbyman nyonnais qui sont arrivés sur le plateau avec la coupe de champions, qui ont chanté, qui ont mis une ambiance incroyable sur ce plateau. Donc effectivement, ils ont un peu démonté le plateau, mais ça c'est pas grave, on leur a pas tenu rigueur. On leur en a pas tenu rigueur et voilà, ça a été un des moments vraiment super sympas qu'on a vécu ici ces derniers mois. Et ça fait partie naturellement du jeu. Bon vent à vous, Mike. Eh bien, moi je me réjouis de vous retrouver donc dès l'année prochaine en janvier. D'ici là, portez-vous bien, très bonne suite de programme sur NRTV. Ciao.